Bienvenue ce soir pour une émission spéciale sur la Corse avec un invité de marque, Jean Terrazzoni. Bon, allez, j'arrête mon délire, je ne suis pas du tout bon en Corse, ça se voit d'entrée. Bienvenue ce soir dans les petites gueules du net, en direct de mon studio maison, comme d'habitude. Et ce soir, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jean Terrazzoni, qui est le président de l'association anticorruption Mani Puliti. Alors déjà, Jean, bonsoir. Bonsoir, Olive. Bon, est-ce que je l'ai bien dit? Mani Puliti. Oui, Mani Puliti. Mani Puliti. N'est pas corse qui veut, comme on dit. Hein. Donc, alors, on va rappeler un petit peu, vite fait, un petit focus sur la Corse quand même, ça me semble important, on est d'accord? C'est une région française, hein, il ne faut pas l'oublier, avec des paysages. Moi, je connais bien la Corse parce que j'y suis allé pas mal, avec des paysages absolument magnifiques, plusieurs reliefs. Hein, il y a vraiment tout, les montagnes, la mer, les forêts. Enfin, c'est vraiment l'île de beauté. C'est pas pour rien qu'on l'appelle l'île de beauté parce que c'est vraiment une île extraordinaire. Et il faut savoir que la moitié du territoire de cette île est classée comme parc naturel, avec notamment des sentiers de randonnée à vous couper le souffle. C'est le fameux GR20 pour les gens qui font de la rando. Juste un petit peu d'histoire, mais très rapide, pour rappeler que la Corse fait partie de la France depuis 1768, très exactement. Et elle a quand même conservé, je le dis sous couvert de gens, des influences italiennes, on va dire, plus ou moins italiennes. La capitale, alors je vais le dire en continental, comme on dit chez eux, c'est Ajaccio. Comment on dit Ajaccio en Corse, Jean? Ajaccio, mais sinon on dit Ajaccio, hein, tout simplement, en français. Hein. Ajaccio, non, parce que ça me rappelle quand je venais chez vous et que les gens me disaient on va à Ajaccio. Alors ça me plaisait, je trouve que c'est chantant l'accent corse. C'est une île qui fait quand même 8722 km². Hein, c'est une île quand même d'une taille moyenne, on va dire, avec 339 178 habitants selon le dernier recensement de l'INSEE. Alors attention, parce qu'on a beaucoup de résidences secondaires qui, depuis quelques années, ont tendance à se transformer en résidence principale pour des raisons fiscales ou des raisons d'obtention de permis de construire. Ouais. Pas très légaux. Quoi. Donc, dans les habitants, là, dans les 339 178 habitants, il y a pas mal de vent. À l'année. Voilà, c'est pas, si tu veux, il y a beaucoup de maires aujourd'hui qui ne déposent plus, quand il y a un résident secondaire qui vient leur demander un permis de construire, ils leur disent, ils les prennent à part, ils leur disent, écoutez, en résidence secondaire, on ne peut plus, on est déjà à plus de 60% de résidences secondaires sur notre commune, ce serait quand même préférable que vous le déposiez en principal. Et puis fiscalement, ce sera plus avantageux pour vous. Quoi. Donc, qu'est-ce que fait l'investisseur? Il passe sa résidence principale en secondaire sur le continent et il fait une résidence principale fictive en Corse. D'accord? Est-ce que c'est les mêmes règles que pour l'étranger, c'est-à-dire 6 mois et 1 jour de résidence? Non, c'est pas un pays étranger, c'est un département. Tu vas en France, tu vas où tu veux, tu fais une maison et tu la déclares comme tu veux. Ok? On n'est pas un pays étranger. Hein? Ok? Il n'y a pas d'obligation de résidence sur l'île. Non. Tu peux venir un jour par an, louer ta maison à l'année et la déclarer en résidence principale. D'accord. C'est la France. Non, mais... hein? Que ça soit clair pour les gens aussi, quoi. Parce que moi, tu vois, je ne le savais pas, ça, par exemple, honnêtement. Donc, on va s'intéresser à toi, parce que tu es l'invité de l'émission. Donc, tu t'appelles Jean Terrazzoni. Ton association, c'est une association anticorruption, Mani Puliti, donc comme je l'ai indiqué. Elle existe depuis combien de temps, cette association? 2014, c'est ça, hein, 2014, depuis 6 ans. Depuis 6 ans, d'accord. Et pourquoi avoir créé une association anticorruption en Corse? Parce que je me suis retrouvé face à une situation de concurrence déloyale où j'ai alerté d'abord la répression des fraudes, après la gendarmerie, et je me suis rendu compte de mon impuissance de citoyen. Donc là, j'ai appelé Anticorps, notamment un certain Vincent Carlotti en Corse,
Et je me suis rendu compte qu'il me bananait, en fait, le mec. Il me disait, oui, on va se voir, oui, on va se voir, oui, oui. Et ça a duré 1 an ou 2, quoi. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien à faire de ce côté-là et que j'étais pas seul, d'accord? Donc, à un moment, il fallait agir. Donc, j'ai fondé cette association. Elle a combien d'adhérents, ton association? Alors, en adhérents, il y en a une cinquantaine, d'accord? Mais on ne cherche plus les adhérents depuis la première année puisqu'on est incapable d'encaisser les adhésions, si tu veux. Ce serait trop risqué. Si on dépose un chèque sur un compte en banque, il n'y a pas de secret bancaire, il n'y a pas de secret en Corse au niveau des politiques, ils font ce qu'ils veulent, quoi, hein. Il faut en être conscient. Donc, on a des classeurs avec des chèques dedans. Et on ne demande même plus, on agit surtout sur nos followers de la page. Si tu veux, on a 6000 followers sur la page Facebook Sur de la page de l'association quel réseau? qui nous suit. Quand tu parles de page, tu parles de quel réseau social? Facebook. On Facebook. Voilà. s'exprime uniquement avec une page, on a été muselé partout. Quand on a fondé l'association, le premier jour, on a distribué un tract fondateur et on a eu droit à une plainte du maire et de son équipe où on s'est retrouvé tout de suite, je me suis retrouvé à la gendarmerie entendu, quoi. J'ai dû partir en courant parce que c'était une audition libre et ils me demandaient des choses, si tu veux, qui n'avaient rien à voir avec l'association. Donc j'ai vite compris que c'était complètement. Je suis parti et le lendemain, il m'a rappelé et il a été plus reconnaissant. Mais dès le premier jour de la fondation, on a eu une plainte et après, ça c'est devenu très violent, quoi, si tu veux, dans les premiers temps, quoi. Hein. Alors, pour en revenir après, on va revenir sur le sujet, bien évidemment. Là, je vais parler comme ce que vous appelez chez vous les pinsout, hein, quelqu'un qui vit sur le continent. Pinsout, ça veut dire quoi, en fait, en langage français courant, on va dire? En gros, c'est un touriste, hein. Voilà, tout simplement. Tu sais, en Corse, on est un peuple quand même, dans l'ensemble, très tolérant. D'accord, on est au carrefour de la Méditerranée. Donc, on a été tantôt espagnol, tantôt grec, tantôt envahi par les Maures, d'accord, notamment sur le sac de Sartène, quoi. Tantôt italien, génois, d'accord, et pour finir français. Donc c'est une île qui a été, c'est un vrai melting pot, si tu veux. Tu as des Corses qui sont très foncés de peau, tu en as qui sont beaucoup plus clairs. Voilà, voilà. Et aujourd'hui, un Français qui est en Corse depuis 10 ans, qui vit et qui travaille sur l'île, ben, il est corse. Et il pense comme un Corse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français qui sont nationalistes, autonomistes même. D'accord, c'est un pays où les gens n'ont pas de mal à s'intégrer du moment qu'ils s'intègrent. Tu vois ce que je veux dire, qu'ils ne viennent pas juste pour faire des culbutes immobilières ou des choses comme ça. Donc, en Corse, quand on dit Pinsou, c'est vraiment le touriste qui passe, qui s'en va, quoi. Hein. Ouais, d'accord. Parce que bon, après, on n'a pas préparé l'émission, donc ça va bien, parce que ça va être spontané, du coup, et j'aime ça. En France, on a plutôt tendance à avoir des images toutes faites sur les Corses, hein. C'est-à-dire, bon, on parle de Corse, directement, on pense à Bombe, FLNC en général. Ouais. Le FLNC, ce qu'on appelle canal historique. On pense à des feignants. Alors ça, c'était quelque chose qui ressortait quand même assez fréquemment. L'image du Corse qui est cool. Cool, tiens une Corse, tu prends le tan, tiens une Corse. Ouais. Et c'est vrai que c'est des images un peu toutes faites. Qu'est-ce que tu en penses de ces images qu'on a, nous, sur le continent vis-à-vis du peuple corse? Alors, tu sais d'où ça vient, la flemme et la fainéantise des Corses? Parce que, en fait, quand on se faisait envahir, on préférait se laisser mourir, quoi, plutôt que de se faire asservir, quoi. Hein, ça vient de là, en fait, historiquement. Mais je ne savais pas du tout, hein, je te le dis honnêtement. D'accord. Voilà. Donc, Sinon, c'est un peuple de travailleurs, les Corses. Mais au niveau économique, si tu veux, on est une île entourée d'eau, hein, comme toutes les îles, et on a la fiscalité d'un département français. Donc, dès que tu produis sur une île, il faut faire venir des matières premières. Ça te coûte le transport. En plus, tu vois, toi, tu es vers Clermont-Ferrand, quoi. Le transport, c'est juste un coup de camion. Tu vois, par exemple, de Lyon à Clermont-Ferrand. Nous, il faut prendre le bateau. Donc, déjà, tous les fournisseurs nationaux, ils vont nous dire, ouais, on vous livre à Marseille. D'accord, il y a un surcoût. D'accord. Donc, déjà, on va surpayer notre achat de matières premières. Ensuite, on va produire. Et bien sûr, l'intérêt de produire, c'est d'exporter pour un territoire afin d'engendrer de la valeur ajoutée, si tu veux. Hein. Et là, quand on va exporter, ben, on va repayer le transport. D'accord.
Donc, si tu veux, ce modèle fiscal fait que notre économie, elle a énormément de mal à se développer au niveau production, que ce soit agricole ou autre. Mais par contre, elle a beaucoup de facilité à se développer au niveau tourisme. Donc aujourd'hui, on dit que l'économie corse, c'est 30%. Non, c'est beaucoup plus en fait. Hein. Si tu veux, en gros, il y a 80% des entreprises qui dépendent du tourisme en Corse. Voilà. Est-ce qu'il y a des industries en Corse? Très peu, très peu. À Ajaccio, il y a quelques trucs originaux comme Corse Composite. Voilà, mais c'est surtout des sociétés qui ont été, je pense, pas mal subventionnées, tu vois, et qui marchent bien. Et on a une intelligence collective en Corse, si tu veux, qui est indéniable, dans le sens où on a inventé plein de choses. Comme la recette du Coca-Cola, elle est partie de Bastia. Et puis, et surtout, hein, oui, je savais pas. Non, ah bah non. Ah bah, écoutez, alors, je vais demander aux gens qui nous regardent là, est-ce que quelqu'un savait que la recette de Coca venait de Bastia? Parce que, alors, le premier Coca-Cola, c'était un produit qui était corse, quoi. Très bon. Hein. Tape sur les réseaux sociaux, tu vas le trouver. Comme on a eu la première constitution en 1755, la première constitution moderne du monde qui a inspiré celle des États-Unis et toutes les autres, quoi. Hein. Alors comment ça s'est passé? On a Pascal Paoli qui est un peu le père de la patrie corse, si tu veux, qui est rentré d'Angleterre, qui était une lumière comme Rousseau, comme Montesquieu, comme tout ça, quelqu'un de très cultivé, de très intelligent, et il a compris que on était sous l'égide de la Banque de Gênes, des Génois, et il a compris qu'on pouvait déclarer notre indépendance, et il a appelé Rousseau, qui est venu en Corse, et là ils ont rédigé la première constitution, avant la française, donc en 1755, qui donnait déjà le droit de vote aux femmes, d'accord? C'est important de le signaler. Et donc, ça a duré de 1755 à 1769. Quand la Banque de Gênes a vu que ce territoire était perdu, elle l'a vendu à la France, d'accord? Et la France a fait une guerre coloniale qui a fait plus de morts que la guerre d'Algérie côté français, malgré qu'on n'était que 200 000. On s'est battus comme des lions, quoi. Mais à un moment, on n'a pas pu résister, quoi. C'est passé, et là, ils ont massacré des villages entiers. Ça a été assez terrible, et s'en est suivi des décennies de destruction de notre économie. Parce qu'à l'époque, on produisait beaucoup, on était vraiment un peuple lumineux au sein de l'Europe, quoi. On nous regardait de toute l'Europe, quoi. Et c'est passé, par exemple, par des lois scélérates, où ils se sont mis à taxer les exportations, d'accord, pour subventionner les importations, c'est-à-dire le phénomène inverse qu'on fait sur une île pour qu'elle se développe. Hein. Pour qu'une île se développe, soit tu lui donnes la fiscalité d'une île, un petit avantage fiscal qui fait qu'elle va pouvoir payer ce surcoût de matières premières à l'entrée, ce surcoût du produit qui repart, soit tu favorises les exportations en les subventionnant un peu et tu taxes les importations, exactement comme en Polynésie française, par exemple. Je ne sais pas si tu sais comment ça marche en Polynésie. En Polynésie, ils ont réglé le problème en taxant les produits finis, très fortement les produits finis qui arrivent, taxant beaucoup moins les matières premières et pas du tout ce qu'ils exportent. Donc, ils arrivent, par exemple, en Polynésie, tu as un groupe qui s'appelle la Brasserie de Tahiti, qui est le plus gros groupe, et qui arrive à exporter partout dans le monde, notamment la bière Inano et d'autres produits, quoi. Hein? Et voilà, c'est une île. C'est une île. Moi j'étais fumeur, enfin je le suis toujours d'ailleurs. Ouais. Quand je me rappelle quand j'étais plus jeune et qu'on allait en Corse, les cigarettes par exemple étaient moins chères en Corse que sur le continent. Ouais, on a quelques privilèges comme ça. Mais si tu réfléchis bien, c'est toujours des privilèges. On se demande si c'est pas pour nous éliminer, quoi. Parce que franchement, détaxer les cigarettes, ça n'a aucun intérêt à part de faire fumer plus les gens, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, hein? Mais pourquoi détaxer les cigarettes d'ailleurs? Sur quoi on se base? 7,80 là actuellement, le paquet. Combien? 7,80. Ah ouais, c'est moins cher que chez nous. Mais comment se fait-il, comme vous êtes une région française, vous êtes soumis à la fiscalité française théoriquement, comment se fait-il que les cigarettes soient moins chères en Corse que sur le continent? Ça, c'est quelque chose que je me suis toujours posé une question. J'en sais rien. Quand tu regardes, c'est pas bien, quoi. Il vaudrait mieux qu'il soit plus cher pour protéger la population, quoi.
Ah oui, Voilà. là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Je vais revenir sur un phénomène historique. Je te parlais des lois scélérates. Il y a aussi eu, si tu veux, quand la France est arrivée, il y a, en Corse, il y avait un peu de tout. Il y avait des Génois, il y avait des gens pas très catholiques. Tu vois, il y avait encore des espèces de seigneurs génois qui étaient comme Corse, tu vois, je veux dire. Et donc les Français, ils ont dit, bon, c'est bien beau, ce territoire, ils se sont entendus avec une certaine partie de la population, comme des collaborateurs, si tu veux, sous l'occupation allemande. Et là, ils leur ont dit, bon, écoutez, c'est bien beau, mais nous, il faut que maintenant que ça nous rapporte, donc on va mettre en place une fiscalité. Il est où votre cadastre? Donc là, si tu veux, ces gens-là, on les appelait souvent des seigneurs. En Corse, on dit les Jo. Ça s'écrit S-G-I-O. Alors, ce n'est pas des nobles, ce pas des seigneurs comme sur le continent, tu vois, qui ont une lignée de sang avec la monarchie et tout ça. C'est vraiment des petits chefs, on va dire. Tu vois, ils sont même, certains, rajoutés des particules. Ils ont rajouté le 2 devant leur nom. D'accord? Pour faire un peu comme les nobles français. Mais ils n'avaient rien de noble. Et ces Jo, si tu veux, c'est eux qui ont discuté avec les Français. Donc, quand ils ont dit, alors, le cadastre. Donc, le cadastre, ils ont dit, on n'en a pas en Corse. Mais on sait, nous, on sait. D'accord? Et vous savez quoi? Ils ont dit, c'est simple. Tu vois, de la crête là à la crête là, c'est à moi. D'accord? Et de la crête là à la crête de l'autre côté, c'est à mon cousin. Et comme ça, ils se sont distribués du territoire corse. Aujourd'hui, il y a encore des jours où tu traverses la Corse d'est en ouest sur leur terrain. Ok? Voilà. Ok. Une question aussi, après on parlera plus de l'assaut, mais toujours par rapport un peu à l'imaginaire, mais pas seulement. Quand j'étais plus jeune, hein, la dernière fois que j'allais en Corse, ça devait être il y a une vingtaine d'années. Donc ça remonte. Hein. Et on prenait le bateau à Marseille, on arrivait à Propriano, donc qui est à côté d'Ajaccio. Et je me souviens, moi, avec mes parents, c'était à l'époque, hein, on descendait du bateau et on avait les panneaux d'entrée de commune qui était criblé de balles, avec Ouais. des trous partout. On aurait dit des panneaux comme du gruyère. Et donc, ça faisait un peu un côté, j'allais presque dire rigolo, quoi, si je peux me permettre. Alors, il faut Un peu comprendre que, je t'explique quand même. Donc, quand la Corse est passée française, qu'est-ce qu'ils se sont mis? Ils se sont mis à nous forcer à parler français. Parce que nous, on parlait corse. Notre langue, la Corse, c'est un vrai peuple qui a sa langue. Tu as vu qu'il y a eu la première constitution, c'est un vrai peuple. Donc, ils se sont mis à nous forcer à parler français. Et si tu veux, mon père, par exemple, à l'école, il n'avait pas le droit de parler corse. Sinon, il se prenait des coups sur les doigts, quoi. OK? Il se faisait c'est frapper, incroyable. quoi. D'accord? Donc, si tu veux, quand un Corse, il voit un panneau avec un nom francisé, ben, ça a tendance à pas lui plaire. Donc après, ils ont mis la double, tu vois, ils ont mis par exemple Porto Vec dessous marqué Portivet. Ça corrige. Bon, après, il y a aussi le mec qui fournit les panneaux, quoi. Imagine, tu fournis des panneaux en Corse, la nuit, tu prends un fusil, chevrotine, et tu te fais ton marché. Comme ça tourne, quoi. Hein. Ok? On s'est compris. Ouais, tout à fait. C'est bien compris. Mais ça me rappelle en plus des souvenirs un peu. Enfin, moi, j'adore la Corse et j'adore les Corses. Je dirais jamais de mal de. On adorait les Corses. Voilà, c'est un peuple extraordinaire. Vraiment, faut les connaître parce que. Tiens, je vais Voilà, faut vous descendre. connaître. C'est un peuple absolument extraordinaire. Alors, je regarde aussi les commentaires. Du coup, il y a une belle statue de Paoli à Corte. À une époque, le taux de TVA était différent, principalement pour les voitures, ou du moins une fiscalité différente pour les voitures. Ouais, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Non, mais ça me dit rien. Ou alors je suis pas au courant, mais non, non. D'accord. Bon. Non, franchement, au niveau fiscalité, imagine, hein, imagine une île. Si tu veux, tous les prix aujourd'hui sont beaucoup plus chers que sur le continent. Hein. Quand on va au supermarché, on se fait allumer. Et les prix arrivés à la saison, ils augmentent, ils s'envolent. Parce que, en plus, si tu veux, on a une corruption qui est pire qu'en France. Si j'ai le temps, je t'expliquerai d'où ça vient. Hein. C'est pas du tout naturel et génétique comme a tenté de le faire croire un certain Manuel Valls quand il est venu sur notre île, quoi. Voilà. Hein. D'ailleurs, que les chefs d'État ont toujours des difficultés à venir en Corse assez sereinement. Bon, il y avait eu l'assassinat en son temps du préfet Erignac, qui avait fait Ouais. énormément de bruit.
une retentissance médiatique où c'était un peu le peuple corse barbare qui s'en était pris à la République à travers le Non, préfet. mais pas Et du tout. c'était Colonna qui avait été accusé, si je ne dis pas de Hum, bêtises, hein, c'est ça? Yvan Colonna, oui, c'était une équipe de 3 personnes qui ont été accusées et condamnées hein, lourdement, hein, très lourdement. Mais si tu veux, tu peux pas dire. Je pense que c'était vraiment un cas isolé. C'est des personnes qui, à un moment, ils ont dit ben, maintenant, ça suffit, on va dessouder le préfet. Il faut comprendre que le préfet en Corse, on en a eu des très bons, des exceptionnels, mais des fois, ils ont fini au placard parce qu'ils appliquaient tout simplement le droit français. D'accord. Les préfets en Corse, ils font tout et n'importe quoi. Si tu veux, tu as le politique qui est souvent issu des geaux de ces seigneurs. Tu veux, en gros, tu as comme quelque chose qui perdure depuis toujours. Notamment, moi, dans mon village, et j'espère que je pourrais l'aborder en détail, d'accord on a un problème de droit, d'accord, d'égalité, de tout ça, où on a encore des seigneurs, d'accord, qui font la loi et qui font la misère à des familles entières parce que elles se lèvent, parce que c'est des opposants politiques, parce que elles ne se laissent pas faire, voilà. Et toutes les familles, par exemple dans mon village, a pris des coups par la dynastie qui est pratiquement en place depuis que la Corse est française. Tu as subi des pressions par rapport à une Ah mais totalement. association en Corse, c'est compliqué, j'imagine. Est-ce que tu as eu, toi, à titre personnel, des pressions, des menaces, des choses comme J'ai eu ça? des menaces de mort et répétées, hein, y compris écrites sur la page Facebook par des gens de Porto-Vec, hein, sans se cacher. Hein. Et j'ai carrément eu mes salariés qui ont eu des mots anonymes dans leur boîte aux lettres. Quoi, hein. On sait qui c'est tout ça. J'ai déposé des plaintes, mais à chaque fois, ça fait rien. Hein. Si tu veux, ce qui m'a amené aussi à l'anticorruption, c'est que le fait que on appelle les services de l'État avec des preuves, on donne les dossiers. Regardez, là, il y a un problème de concurrence déloyale, c'est très grave. Il ne se passe rien, les affaires sont étouffées. Le mec qui s'en occupe, qui à un moment a voulu bien faire, quoi, il se retrouve muté en Bretagne et le dossier disparaît. Quoi. On a un problème de droit évident. Et je peux te donner des exemples précis, quoi, hein, précis qui sont des scandales d'État, on peut dire. Hein. Notamment, je vais te parler de l'affaire Lema, du préfet Lema, qui est un préfet qui a fini secrétaire général d'Hollande, mais avant ça, il a eu un petit problème. Quoi. On va en parler Pourtant, peut-être. c'est une région française. Après, moi, tu es une libre antenne, hein, c'est toi qui parles de ce que tu veux à la limite. Ouais. Mais normalement, bon, c'est une région française. Les lois de la République s'appliquent en Corse comme ailleurs, théoriquement. Non, Vous avez pas la du tout. gendarmerie, vous avez la police, Pardon? vous avez les corps de gendarmes et de police comme sur le Oui, continent ou que des oui, mais gendarmes? tout est sous influence du politique, si tu veux, qui tord tout. Le politique, en Corse, il y a certains seigneurs politiques qui tordent tout. Ils ont le bras long, et je vais t'expliquer comment ils se le fabriquent et ils se l'entretiennent encore, le bras long. Ils tordent tout, ils tordent les services de l'État, un fonctionnaire, ils te le font muter en Bretagne, un préfet, ils te le font mettre au placard pendant 5 ans, parce qu'il a appliqué la loi, voilà. On a, voilà. Et ces gens-là, c'est pas les nationalistes, c'est vraiment, c'est les gens du PS, c'est vraiment les personnalités insulaires des partis traditionnels nationaux. Ça a changé Mais je quelque peux chose, comprendre que j'arrive vous à avez la un peu le même limite. problème hein, maintenant. Hein, ce qu'on a subi depuis, vous le retrouvez aujourd'hui en France. Quoi. Le système français, la République française, c'est pas une république. Quoi. Il faut en avoir conscience. Je vais te lire une citation de Montesquieu qui résume parfaitement la situation de la France et de la Corse. Hein. Donc Montesquieu, c'est un des Lumières qui a analysé les systèmes politiques parce que il se plaçait, si tu veux, les Lumières à un moment où la monarchie n'allait plus et il fallait trouver autre chose. Donc il a analysé en une phrase, il a résumé tous les systèmes politiques qui existaient à l'époque et qui existent encore aujourd'hui. Comme il faut de la vertu dans une république et dans une monarchie de l'honneur, il faut de la crainte dans un gouvernement despotique, la vertu n'y est point nécessaire et l'honneur y serait dangereux. Voilà cette citation de Montesquieu. Attends, je me remets sur le truc. Tu parles beaucoup de vertu, j'ai remarqué. C'est vraiment un mot que tu utilises. Quand je t'ai eu au téléphone, le mot vertu, tu l'as dit 10 fois en l'espace de 20 minutes, quoi. Ben, si tu veux, c'est quelque chose d'important, notamment si tu reprends les écrits de Montesquieu, il explique parfaitement que cette vertu, elle n'est pas du tout naturelle à l'être humain.
et que pour l'acquérir, il y a réfléchi comme d'autres, et ils se sont rendus compte que la vertu passait par le cœur, l'affectif. Et donc, quand il a écrit ça, la République, c'est la vertu. Il a décrit le principe fondamental de la vertu, mais il a aussi dit, voilà, pour l'homme n'étant pas vertueux, il faut quand même qu'on réfléchisse au fait comment on peut accéder à cette vertu. Et là, c'est là qu'il a décrit l'affection, l'amour du pays, l'amour de sa République. Donc, il en a déduit qu'il fallait éduquer les citoyens dès leur plus jeune âge pour leur apprendre à aimer la République et leur pays, et qu'à partir de là, ça créait des peuples vertueux qui avaient des représentants vertueux et tout fonctionnait bien. La République fonctionnait bien. Okay. Donc, si tu veux, moi, dans mon combat, déjà de nature, si tu veux, moi j'aime mon île, j'aime mon village. Donc je suis vertueux, si tu veux, pour mon île et mon village. Donc quand je me suis construit, j'ai construit une entreprise de communication depuis 30 ans, je me suis toujours appliqué ces principes. D'accord? C'est-à-dire que j'ai jamais exploité un seul salarié et j'ai toujours respecté la loi que je connais et qui correspond à ma profession. D'accord? Voilà, pour moi, c'est un principe de base. C'est l'honneur, c'est la vertu, quoi. Et il y a beaucoup de Corses qui sont dans ce move, si tu veux. On est un peuple quand même d'honneur, si tu veux. Normalement, on a de l'honneur, à part une certaine caste, d'accord, qui correspond à des seigneurs, hein, des seigneurs, et qui font la misère aux autres, avec l'État français. Et donc, tu nous as dit tout à l'heure, hein, que tu avais été menacé, chose que je crois aisément. Tu as déjà eu peur ou tu as déjà eu. Tu t'es dit, Non. putain, je vais y passer quoi. Non, je préfère. Je préfère vivre debout. Non, je préfère mourir debout que vivre à genoux, quoi. Voilà, c'est ça. Alors ça, on l'a beaucoup entendu du temps des Gilets jaunes, cette phrase. Et ça me permet de rebondir. Il y a eu des Gilets jaunes en Corse, parce qu'on en a très peu entendu parler. Bien sûr. Il y a tout un mouvement des Gilets jaunes à Ajaccio, à Bastia, à Porto-Vecchio, dans toutes les villes. Bien sûr. Bien sûr. Toujours actuellement ou enfin, bon, là, on est en confinement, donc c'est particulier. Hein, mais je veux dire, est-ce qu'il y avait encore en France, enfin, en France, tu vois, même moi, j'ai des mauvais réflexes. Sur le continent, le mouvement a quand même bien décliné, il faut le reconnaître. Pareil. Est-ce qu'encore ça a décliné pareil ou est-ce qu'il y a eu Pareil, on a eu une partie qui s'est fait politiser, qui s'est fait ramasser par des personnes qui se sont dit, bah, tiens, on va profiter de l'occasion pour faire de la politique et se lancer, quoi, comme il y a eu le Vavasseur, tout ça, sur le continent, quoi. Voilà, donc le mouvement, il est très affaibli, comme sur le continent, je dirais. Ouais, donc ça suit quand même la même tendance entre le continent et la Corse. Oui, sauf que, si tu veux, d'un point de vue éducation politique, on n'a pas ces phénomènes de nuit debout, par exemple, d'Étienne Chouard, qui ont amené cette idée démocratique qui n'est pas encore bien arrivée chez nous. D'accord? Donc, le Corse, il est très attaché aux politiques parce qu'il a été façonné au clanisme, au clientélisme qui est exacerbé. D'accord? Le clientélisme existe partout, mais on peut dire qu'en Corse, il est exacerbé. D'accord? Voilà. À chaque élection, c'est des distributions de faveurs et de privilèges. Et tiens, le logement social, tiens, le poste de fonctionnaire, tiens, tout se passe comme ça, quoi. Hein. D'accord? Alors, au niveau élection, on a un autre problème qui est que, en fait, si tu veux, la Corse, tu prends une commune comme Porto-Vecchio, 90% des permis de construire sont délivrés sur des terrains inconstructibles pour la construction de résidences secondaires qui, au final, correspondent à un électeur ou une famille d'électeurs. Il faut savoir, quand tu as une résidence secondaire n'importe où en France, tu peux choisir d'aller voter où tu as ta résidence secondaire. D'accord? Donc, par exemple, sur la commune de Porto-Vecchio, où il y a à peu près 9000 votants, sur les 9000, il y a 4000 votants, électeurs qui sont des résidents secondaires. Donc, à chaque élection, c'est les charters qui débarquent, les procurations à saturation. Quand ils ne peuvent plus, après, ils payent des charters, quoi, les politiques, tu vois. Notamment le clan qui tient cette région, quoi. Voilà, donc nous, on appelle ça Amanipoulite, on les détermine comme des électeurs de pacotille. Et on pense que la France, si tu veux, brise ses lois
parce qu'à un moment, elle a peur de perdre la Corse, qu'un jour on veuille s'autodéterminer. Donc elle se dit, en plantant des électeurs de pacotille, à un moment, ils seront plus nombreux que les Corses. Et on y est presque, quoi. Dans certaines communes, il y a plus d'électeurs de pacotille que de citoyens, quoi, de vrais citoyens habitant et travaillant sur la commune. C'est une colonisation, quoi, en gros. Ouais, sournoise. Une colonisation sournoise qui continue encore aujourd'hui. Pour les continentaux, Manipuliti, ça veut dire quoi? En fait, on a fait référence à l'opération main propre qui s'est passée en Italie contre les mafias, quoi. Et qui ont créé des mouvements pareils, main propre. Donc nous, en référence à ça, on a dit... Mani, c'est ça. Mani, c'est la main. Main propre, c'est vertueux, quoi. Tu vois. Et à un moment, dire main propre, c'est en Italie, c'est dire on va nettoyer la mafia, on va nettoyer, tu vois, je veux dire, on va nettoyer les mains, quoi. Hein. Et toi qui es un peu donc défenseur de l'anticorruption, ton regard, avant, je me souviens, quand je suis allé en Corse, c'était très sauvage. On a juste eu le temps de dire, tu m'as dit, ça a changé. En 20 ans, ça a vraiment changé. Je me rappelle qu'à l'époque, dès qu'il y avait une construction qui n'allait pas, il y avait eu l'affaire des paillotes d'ailleurs, ils bétonnaient, quoi. Ils bétonnaient pas, ils plastiquaient, boum, on n'en parlait plus, la villa terminée. Erreur totale. Il faut comprendre qu'à partir de 1986, la France a fait passer des lois pour protéger le littoral français. Cette loi, en gros, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ben voilà, une commune littorale, vous pouvez construire, parce qu'à un moment, il faut aussi que vous mangez, que vous vous développez économiquement, mais maintenant, vous allez construire qu'en extension de votre centre urbain. Okay. Donc, par extension, c'est assez rigoureux. C'est 15 mètres, hein, tu vois, 15 à 50 mètres, pas plus. Donc, tu as un centre urbain, un ensemble, une agglomération qui est continue, d'accord? Et en fait, on ne peut construire normalement que accroché à cette agglomération. Mais sans limite, si tu veux, à part si tu rencontres un étang ou si tu rencontres la mer ou si tu rencontres vraiment des trucs. On peut construire tant qu'on veut. Ça ne limite pas la construction. Par contre, ça définit, si tu veux, géographiquement la constructibilité, ce qui est assez génial, et plus par rapport à des passe-droits où, tiens, oh, lui, il faut qu'il puisse construire, lui, il n'est pas été gentil, il ne peut pas construire. Ça, normalement, ça enlève ça. D'accord? Donc, c'est assez bien fait. Encore, ça n'a pas du tout été respecté. Je pense qu'à Porto Vecchio, on est sur l'apothéose. Il faut savoir qu'à Porto Vecchio, on a un lotissement qui s'est créé il y a 50 ou 60 ans, qui a lancé le mitage de la Corse, où à l'époque c'était légal de construire sur un littoral. C'était bien avant 86. C'est le domaine privé de Calaros, d'accord, qui a lancé le mitage. Donc tu as alors ça c'est marrant parce que c'est un des seuls seigneurs, c'est le seul seigneur de Corse. C'est un comte véridique qui s'appelle Colonna d'Istria et qui a lancé en fait le tourisme en Corse et l'industrie de la résidence secondaire à ce moment-là. Ça a été le premier lotissement, mais qui est énorme. Hein. C'est toute une presqu'île qui a été peuplée de maisons, hein, voilà, de Français ou Alors, à l'époque, il n'y avait rien à dire. On n'a pas vu le mal venir. Hein. Mais après, si tu veux, c'est quelque chose qui s'est amplifié d'une manière colossale. Et notamment à Porto Vecchio, on est les rois du béton en Corse. D'accord? Mais les rois, toutes catégories. On a par exemple l'ancien député qui est tombé enfin aux dernières législatives et qui, lui, a eu un permis de lotir de 70 hectares de littoral, hein, directement sur le littoral, qui est complètement irrégulier, le permis, hein, on l'a démontré. Il s'est même fait épingler par le magazine, le webzine Bakshish, qui a fermé, Enrico Porcia et Xavier Monnier. Donc, on a tout un sujet hein, sur Manipulite, on a tout repris, bien sûr, parce que c'est des preuves historiques, c'est quelque chose de très important. Et ce gars-là, si tu veux, ce permis, il était député, il a passé 20 ans à vendre tous ces petits bouts de terrain à l'Assemblée nationale, directement. Donc, que des terrains inconstructibles. Hein. Et comme ça, si tu veux, il s'est rallongé son bras, parce que, attention, quand tu construis, tu prends un terrain qui est au bord de l'eau, au jour d'aujourd'hui. Techniquement, il ne vaut rien. Tu ne peux rien construire dessus. Il n'est pas agricole, tu ne peux pas planter. D'accord? C'est un bout de maquis. D'accord? Si demain, tu obtiens un permis là-dessus, mais du jour au lendemain, ton terrain déjà, mettons qu'il fasse 1 hectare, pouf, il vaut 2-3 millions d'euros.
Tu mets une maison dessus, mais ça monte, ça peut monter à 10 millions d'euros si c'est une grosse maison, quoi. D'accord? Donc, quand tu es à l'Assemblée nationale, que tac, tac, tu dis, regarde, là, je te fais un terrain, je te le fais pas cher, 1 million, mais tu mets une maison, tu vas le revendre 4, quoi. En fait, tu offres l'exception, tu offres quelque chose qui n'est pas possible, ça n'a pas de prix. Voilà. Et comme ça, ce mec-là, il a développé son influence sur le continent, tu vois. C'est le genre de méthode qu'utilisent ces gens-là, quoi. En gros, ils spéculent, c'est-à-dire tu achètes un terrain qui vaut rien du tout. Non, 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 non. La spéculation, c'est pas ça. La spéculation, c'est une attitude de bon père de famille. La spéculation, ça consisterait à acheter un terrain qui est en extension du centre urbain, qui est constructible, et en te disant, tiens, putain, il est quand même bien placé, il est pas cher, je le prends, j'attends 5 ans, dans 5 ans, je le revends. Ça, c'est de la spéculation. À partir du moment où tu achètes quelque chose qui n'est pas constructible, et parce que tu corromps les services de l'État, la main du maire, tu le transformes en constructible, ça s'appelle une escroquerie. D'accord? Donc, c'est des escroqueries urbanistiques. La Corse n'est pas victime de spéculation, mais d'escroqueries urbanistiques industrielles, quoi, d'une façon industrielle. D'accord? C'est-à-dire que c'est continu. Partout en Corse, tu as des permis qui sont délivrés sur des terrains inconstructibles. Et le seul préfet qui s'est opposé à ça, il a fini au placard pendant 5 ans. Je t'avais mis. Là, il y a Hélène, donc c'est une internaute qui nous dit le littoral est quand même bien mieux protégé que sur le continent. Alors, il y a des morceaux de littoraux qui ont été bien protégés. Par exemple, entre Bonifacio et Sartène, à Sartène, il y a eu un maire communiste, Boukine, qui a protégé le littoral. Il n'a pas laissé rentrer cette industrie, si tu veux, du n'importe quoi. D'accord? Et il y a d'autres communes comme Porto-Vecchio, Bonifacio, Ajaccio, un peu, Calvi, où ça a été n'importe quoi. D'accord? Donc, oui. Mais si tu veux, au jour d'aujourd'hui, à Porto-Vecchio, on a quand même on a la baie de Santa Giul et les plages de Palombage, pour parler d'un terme général, qui appartiennent à l'humanité, quoi. C'est des beautés de l'humanité et on les a flinguées, quoi. Flinguées. La baie de Santa Giul, c'est quelque chose, si tu connais, pour ceux qui connaissent, il faut l'imaginer sans tout ce béton, quoi. Mais c'est quelque chose qui est unique au monde, que tu ne retrouves. J'ai beaucoup voyagé, fait le tour de plein d'îles. Tu sais, on a une eau en Méditerranée qui est cristalline, avec un sable qui est pur. Quand tu vois la carte postale en Polynésie, ben, le sable blanc, c'est des coraux qui sont détruits, mais où il reste plein de coraux, tu ne peux pas vraiment marcher pieds nus. Autour de ces coraux, il y a des patates de corail où tu peux te blesser, quoi. La carte postale polynésienne, c'est une carte postale. Dès que tu mets les pieds dedans, c'est quand même assez hostile. Par exemple, en Polynésie, une femme, elle doit retirer ses bagues, tout ça, parce qu'elle peut se faire choper la main par une murène, parce qu'il y a les patates de corail. Tu vois, en Méditerranée, on a une mer qui est assez unique, et en Corse, notamment dans cette baie, franchement, niveau beauté, niveau tout ça, c'est quelque chose qu'on a détruit et qui est unique au monde. D'accord? Ça n'existe nulle part ailleurs. Magnifique. Moi, je peux en attester, la couleur de l'eau en Corse, je ne l'ai jamais retrouvée ailleurs. Si, peut-être dans le Var, à la limite. Bon, depuis, on a la gale tous les ans au mois d'août. Depuis, on a la gale tous les ans au mois d'août à Santa Giul sur le sable, quoi. Hein? Je faisais le parallèle entre l'île de Porquerolles et la Corse. Ouais. Quand j'étais à Porquerolles, ça m'a un peu étonné parce que j'avais l'impression d'être en Corse. La même beauté de l'eau, très cristalline, comme tu disais tout à l'heure. Les calanques aussi, hein. Regarde les calanques. C'est très beau, hein. Ah bah, les calanques, c'est magnifique. Non, mais je veux dire, enfin, vous avez. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, quand ils parlent de Porto Vecchio ou de Bonifacio, c'est la Corse du Sud, parce qu'on fait bien la distinction entre la Corse du Sud et la Haute-Corse. D'ailleurs, il y a deux langages différents, si je ne dis pas de bêtises, entre la Corse du Sud et la Haute-Corse. Plus même. Plus que deux. Tu as par exemple les Bonifaciens qui ont un peu leurs idiomatismes, ils n'écrivent pas pareil. La Corse du Sud, c'est pas pareil. À Porto Vecchio, on a nos spécificités. Et en Haute-Corse, c'est différent, quoi. C'est plus harmonisé en Haute-Corse, on va dire. D'accord? Mais bon, c'est pareil. Hein, sur un, tu vas finir un mot par A. L'autre, il va mettre un accent et pas. Tu vois, c'est-à-dire, c'est des petites différences. Ça pose pas de problème de compréhension ou quoi que ce soit. Les mots ne sont pas différents. C'est juste des petites différences orthographiques, quoi, et de prononciation sur la fin des mots et tout ça, quoi.
Toi, par exemple, tu as l'accent, mais pour avoir été en Corse, j'ai vu des gens avoir un accent beaucoup plus prononcé Ah que le oui, tien. bien sûr, bien sûr. Là-bas, comme je disais tout à l'heure, tu parles comme ça, tu parles comme ça, tout tranquillement, tout content. C'est vraiment Il y un en a, peu, c'est tu des vois, sketchs, hein, tu sais. Ils en jouent. Ils en jouent. Hein. Voilà. ça me Tu rappelle, sais. bah tiens, on va parler, bah, ça me permet de rebondir sur justement ça. Euh, il y a un film qui est très connu, L'Enquête Corse, avec Jean Reno et Christian Clavier, qui est un film hilarant. Je veux dire, il est rigolo. Mais il me dérange un peu ce film quelque part parce que il fait un peu passer les Corses pour justement cette population atypique, mais où vraiment on grossit le trait. Je me souviens notamment de scènes où ils arrivent là dans les petits villages de Corse et où ils vont interroger quelqu'un et tout le monde refuse de parler, ils sont tous là planqués, etc. Est-ce que ça correspond à la réalité ou est-ce que Non. c'est surjoué, tout en sachant que, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que Jean Reno et Christian Clavier ont eux-mêmes des résidences en Corse. C'est vrai ou pas? Oui, donc Christian Clavier en a une à Porto Vecchio, justement, dans les 70 hectares du député. D'accord. Et Jean Reno, alors là, il y a une magnifique anecdote que j'ai à te raconter, qui est un véritable scandale d'État. D'ailleurs, moi, depuis que j'ai vu ça, je ne regarde plus ces films, parce que ce mec-là, en fait, il est infâme, et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, Jean Reno, à un moment, il voulait construire une maison en Corse. Donc, il a trouvé auprès du maire de Bonifacio une offre alléchante, un terrain inconstructible qui est dans l'eau, d'accord, que le maire du Bonifacio lui a dit, écoute, pas de problème, tu le prends, on va s'arranger pour le permis, tac, tac. Et là, il a commencé à rencontrer des difficultés. Donc, il a rencontré le député de Porto-Vecchio, Camille de Rocazer, qui, qui était très proche de Nicolas Sarkozy. Et un soir, devant le parvis de la Cinémathèque de Porto-Vecchio, ben, tous les trois, donc Jean Reno, Camille de Rocazer et Nicolas Sarkozy, ont pris en main le préfet Lemas pour lui dire, alors, monsieur le préfet, vous allez le signer, ce permis? Alors, monsieur le préfet, le permis de Jean Reno, alors, il est plus corse que les Corses. D'accord. Donc le préfet, il a dit oui, 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 oui. Il savait qu'il était filmé. Tu vois, il est un peu rentré comme une tortue, elle rentre dans sa carapace, quoi. Et là-dessus, il n'a pas signé le permis, il a refusé. Il a fait son boulot, quoi. Il a dit votre demande de permis, elle est illégale. Je ne peux pas signer un permis qui est à 5 km du centre urbain, quoi. Permis refusé, pas en extension du centre urbain. Donc là-dessus, Nicolas Sarkozy a été élu et le préfet Lemas, il a été muté dans un placard pendant 5 ans. Ok. Il a Alors été puni. cette histoire est passée dans les médias, notamment c'est Madame Constanti, Hélène Constanti, qui l'a révélé dans une émission, je ne sais plus si c'était Canal Plus ou c'est dans l'air. Elle l'a révélé, d'accord. Il y avait un préfet à côté d'elle qui l'a reconnu. Tout le monde le sait, d'accord. Et ça s'est passé. Je suis désolé, on peut pas mettre un préfet au placard parce qu'il a appliqué la loi, quoi. Celui qui a mis le préfet au placard, c'est lui qu'on doit mettre en prison, quoi. Tu vois, c'est pas possible, quoi. Quel message on donne aux autres préfets? Quel message on donne à tous ces fonctionnaires qui travaillent pour les services de l'État et qui constamment sont sous pression de ces gens-là, quoi. C'est pas possible. Donc heureusement, Hollande élu, connaissant l'histoire, connaissant les qualités de cet homme, Monsieur Lemas, je ne sais plus son prénom, c'est peut-être Bernard Lemas, je ne suis pas sûr, l'a nommé premier secrétaire général de l'Élysée. D'accord. Donc il a fait tout le quinquennat d'Hollande et maintenant il est chef d'un organisme économique, je ne sais plus lequel, d'une officine. Mais c'est un type super, quoi. Il a écrit des bouquins d'ailleurs sur la Corse et tout. Bon, il cache cet épisode de sa vie. Il est gêné quand on le révèle, on le voit, si tu veux. Parce qu'il faut bien comprendre que le système politique français, il est complètement inversé, si tu veux. Il n'y a plus de vertu. L'honneur, c'est exactement la phrase de Montesquieu, hein, je te la redis. La vertu n'y est point nécessaire et l'honneur, il serait dangereux. D'accord.
le système politique français, et pas que le système, c'est pas le seul domaine de la France qui est touché, hein, et même en Corse, il est inversé. C'est-à-dire que le moindre homme politique qui est honnête, il peut pas évoluer là-dedans. Soit il est suicidé, soit il est assassiné, soit il est mis au placard, soit il est chassé. D'accord? Il faut en avoir conscience. Tiens, Pasco, qu'est-ce qui s'est passé, Pasco? Pourquoi il est parti? Il était premier adjoint de Valls à Évry, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'était premier adjoint dans la mairie d'Evry d'Emmanuel Valls, oui, tout à fait. Et Oui. pourquoi il est parti? Parce que c'était insupportable, il ne pouvait plus. Ah bah, en tout cas, je sais que c'est celui qui milite depuis son départ pour que chaque élu ait un casier vierge Oui, au niveau oui, de tous les volets au niveau de tous les volets du casier. Et oui. il s'en est fait son cheval de bataille. Il a écrit des livres. Il a écrit toute une série de livres dans lesquels il parle très clairement de la corruption, du système vu de l'intérieur, des passe-droits qu'il peut y avoir, des Oui. boulots fictifs, Et et oui, j'en passe et et des si tu veux, il est sorti du système. Dans le système, il aurait été éliminé. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas dit qu'un jour, il n'est pas un problème, quoi. Il le sait très bien, il doit faire attention, je pense. D'accord? Il faut avoir conscience de ça, hein. On a une réelle. Voilà. La République n'est plus, parce qu'elle n'est plus vertueuse en France. Voilà. C'est une république, déjà, ça n'a jamais été la démocratie, ça a toujours été une oligarchie, et décrite en tant que telle. En France, elle a vrillé en kleptocratie, quoi. Il faut en être conscient. Il n'y a jamais eu D'accord? un. Vous avez eu quand même, bon, comme nous, hein, il y a eu De Gaulle, il y a eu Pompidou, il y a eu Giscard d'Estaing, il y a eu Mitterrand, il y a eu Chirac, il y a eu Sarkozy, il y a eu Hollande et LRM, et Macron, pardon. Il y en a un qui a été mieux qu'un autre pour les Corses, ou ils ont tous été logés à la même enseigne finalement? Le seul qui a un jour révélé la vérité, c'est Michel Rocard dans l'hémicycle. On a la vidéo d'ailleurs, hein, sur la page de l'association. Et dans l'hémicycle, il a révélé ce qui s'est passé. Il a révélé pourquoi le nationalisme corse s'est fondé et pourquoi il était légitime, en fait. Ouais, il est plus là pour en parler malheureusement. Non, Mais il y a pas eu. Enfin, je veux dire, par rapport à ce que tu nous dis, moi, je suis toujours effaré quand j'interviewe les gens. Honnêtement, hein, je suis toujours effaré de voir ce que vous dites. C'est énorme. Enfin, je veux dire, regarde l'affaire de la Paillote. C'est Ah bah, énorme, l'affaire de la c'est Paillote. On a chargé le préfet le préfet Bonnet, pardon. D'accord? L'État a chargé le préfet Bonnet, mais tu penses bien que un préfet, il ne va pas foutre le feu à une Paillote comme ça. C'était qui le Premier ministre à l'époque? C'était Jospin. Qui y avait en ministre de l'Intérieur? C'était Chevènement. D'accord? Chevènement déteste les Corses. Il a une haine féroce contre ce peuple. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé aux élections d'après? En plus, je suis désolé, à un moment, un gouvernement, il se fait choper en train de mettre le feu à une paillote, même si elle est illégale. D'accord? Mais le gouvernement, il doit faire son mea culpa et il doit chasser ceux qui ont organisé ça. Donc pour moi, le Premier ministre aurait dû sauter et le ministre de l'Intérieur aurait dû sauter, quoi. Et le préfet, bien sûr. D'accord? Mais ils se sont couverts, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé à l'élection présidentielle qui a suivi? On a eu Le Pen au second tour. Ouais, Mais c'est ouais. lié, hein. Moi, je suis persuadé que c'est lié. Parce qu'à un moment, il ne faut pas déconner, quoi. On peut pas agir comme ça, quoi. Un politique, il a des responsabilités. C'est trop facile, quoi. Oh, c'était le préfet. Écoute-le parler, Bonnet. Il explique, hein. Il explique, hein. Alors, en Corse, on le charge, mais pour moi, c'est qu'un pion, tu vois. Et lui, il explique qu'il n'était même pas au courant, qu'en fait, ça s'est passé au niveau du commandant de gendarmerie ou du colonel ou je ne sais pas quoi, qu'il a entendu, mais qu'il ne s'en est pas mêlé. D'accord? Non, pas spécialement. Et après, il a été traîné dans la boue, et tout, quoi. Bon, c'est vrai que Bonnet, encore, si tu veux, il est arrivé un peu comme un cow-boy, il voulait tout rétablir, voilà, un peu comme un cow-boy, quoi. C'est dommage. Et cet épisode, il a sauté. Mais c'est réellement des gendarmes qui ont été, pendant la nuit, dans une paillote, y mettre le feu, quoi. Et les rapports que vous avez en règle générale, gilet jaune ou hors gilet jaune, mais les rapports que vous avez avec les gendarmes, la police, ça se passe comment? Parce qu'on dit souvent, moi je me rappelle d'un pote à moi hein, que je connaissais bien qui m'a dit, mais il était gendarme et il disait que la Corse plus jamais parce que c'était,
Il me disait, on ne peut pas appliquer la loi en Corse. Voilà ce qu'il me disait. Il me disait, ils ont leur loi, les permis de conduire, ils se les vendent. Moi, je te dis, hein, je vais être transparent. Il me disait, là-bas, tu peux passer le permis de conduire, tu l'achètes. C'était à l'époque, c'était en franc français. Je me souviens très bien. Ah non, mais je te dis ce que je te dis. Après, je te dis pas que c'est vrai. Je te le dis tel qu'on me l'a vendu. On m'a dit, quand tu arrives en Corse, tu as 10 000 francs français, l'équivalent de 1 500 € d'aujourd'hui pour les jeunes. 10 000 francs, tu achètes n'importe quel permis, un permis bateau, un permis voiture, un permis moto. Après, moi, de ce que j'en connais, et je peux témoigner sur une chose, c'est qu'en Corse, ça roule plus vite qu'ailleurs et qu'il faut avoir le cœur bien accroché dans une voiture. Tu m'obliges à revenir sur la vertu, là. D'accord, je vais t'expliquer un concept. La Corse, donc, comme je te l'expliquais, elle a été colonisée quelque part, de force. On a été pris de force par un État qui s'appelait la France, alors qu'on avait la première constitution, qu'on était un peuple, un État, d'accord, déclaré officiellement, tout ça. Et on a été maltraité. Donc, le Corse, par nature, il n'aime pas la France. Tu comprends ou quoi? Ça, tous ces faits historiques, mais ils sont là, même s'ils sont cachés historiquement par la France, et qu'il n'y a qu'un élu, c'est Michel Rocard qui l'a révélé, d'accord? Mais c'est une série de malversations, de coups bas, voilà, qu'on a subis. Donc le Corse de nature, il n'aime pas la France. Il aime son île, mais il n'aime pas la France. La population corse, grosso modo, quand on est passé français, elle était de 200 000. Aujourd'hui, elle est de 300 000. Mais c'est 250 ans plus tard. Si tu regardes la population française il y a 250 ans, elle n'a pas évolué, elle n'a pas passé de 50 millions d'habitants à 67. Tu es d'accord ou pas? En fait, les Corses, ils ont été obligés de s'expatrier partout dans le monde parce que l'économie était ruinée et qu'il n'y avait plus de travail. Donc, dès que tu as un niveau d'études supérieur en Corse, tu ne trouves pas vraiment de boulot dans ce que tu as appris. Si tu n'es pas médecin, si tu n'es pas si t'es ingénieur, qu'est-ce que tu vas faire en Corse? Tu vas te ruiner, quoi. Tu vas te ruiner. D'accord? Dès que tu as un niveau d'études supérieures, il n'y a pas d'économie. Voilà. Si ce n'est pas des études dans le tourisme ou quoi, il n'y a que dalle. Donc, par nature, cet exode des Corses, il s'est fait aussi avec la colonisation de la France dans le monde. Et ces Corses se sont retrouvés fonctionnaires de l'État français partout dans le monde. Comme ils n'aimaient pas la France, ben, ça a été les premiers corrupteurs. En Afrique, un peu partout. D'accord? Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? Après, ça se discute. Il y en a qui vont te dire, depuis 1768, vous êtes quand même super revanchard. Il s'est quand même passé quasiment 2 siècles et demi. Bon, il faudrait peut-être passer à autre chose. En fait, le nationalisme est récent. Les Français disent souvent, et ça je te jure que c'est vrai, les Corses, ils sont gentils, ils veulent être autonomes, mais s'ils l'étaient, ils ne tiendraient pas 4 mois et ils nous feraient après, vite, s'il vous plaît, reprenez-nous parce qu'on n'est pas capable de s'en sortir. Voilà ce que moi j'ai toujours entendu sur les Corses, très concrètement. C'est complètement faux. Je t'invite à regarder un article qui est sur Mediapart qui s'appelle Sans les châtaignes. Attends, je vais te le trouver. Je vais mettre Mediapart. Il est excellent cet article. Mediapart, châtaigne. Après, bon, c'est vrai que tu vois. Voilà, il s'appelle Sans la France. Sans la France, la Corse ne vivrait que de châtaignes. Il est excellent. En fait, c'est un titre inversé, hein, un peu. C'est un clin d'œil. Et en fait, avant la France, on était le grenier à blé de Rome, d'accord? On était un pays qui s'en sortait, quoi. Tu vois, on a fondé la première république du monde, quoi. Oh. Et si tu veux, c'est la France qui a tout saccagé, quoi. Et on a dû s'expatrier. Donc, on est 4 millions dans le monde. 4 millions comme apatrides. 4 millions de Corses dans le monde. Et oui, on dit ça. On dit ça. Par exemple, tu as un président du Venezuela qui a été corse, tu vas aux États-Unis, tu as des villes qui s'appellent Corsica, qui s'appellent Pascal Paoli, on est partout dans le monde. C'est un peu comme les Juifs. Tu vois, les Juifs, c'est un peuple apatride qui est parti dans tout le monde, d'accord? Eh bien, les Corses, c'est pareil. On a gardé notre territoire, mais on n'a pas pu y rester, quoi. Et au niveau des députés, je crois que si je ne dis pas de bêtises, vous en avez 2. Tiens, une anecdote sur la Polynésie. Je vais en Polynésie. Pardon? Une anecdote sur la Polynésie. Je vais faire un stage en Polynésie et ils finissent par m'embaucher. Donc, j'ai passé peut-être 6 mois.
C'était dans ma jeunesse, hein, j'avais 20 ans. Et là, je rencontre que des Corses partout. Le premier resto où je rentre, c'était un gars de Sartène. Je vois le drapeau corse. D'accord? Hop, un peu plus loin, pareil. Et à un moment, je rencontre une fille, elle dit: ah non, mais tu es corse. Ah, mais moi, je suis de Wainé, machin. Tu sais que ils sont tous corses là-bas, les Tahitiens. Je dis: comment ça? Eh oui, un jour, un Corse, il est arrivé, il a pris une femme, 2 femmes, il était beau gosse, tac, et ils se disent tous corses. C'était une anecdote. Hein, voilà. Mais par exemple, quand j'ai fait ce stage, le grand patron du directoire du plus gros groupe de Tahiti, c'était Maître Solar, un huissier d'origine corse. Voilà, des Corses dans le monde. Ils sont partout parce qu'il y a eu cet exode dû à l'action de la France sur ce territoire. C'est un principe de colonisation. Hein. Quand tu colonises un territoire, tu détruis son économie. C'est évident, quoi. Ils ont toujours fait comme ça. Hein. Et tu vois, c'est bien parce que là, on apprend des choses. Voilà. 4 millions de Corses dans le monde, j'aurais jamais cru qu'il y ait autant de Corses. Bon, j'ai peut-être exagéré. Je l'ai déjà entendu. Il y en a d'autres qui disent 1 million. Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 4? J'en sais rien. Voilà. Mais on n'est pas. Hein? Plus d'1 million, c'est sûr. Et c'est pas étonnant qu'on serait 4 millions. Franchement, c'est pas étonnant. Regarde la population de la Sardaigne. Combien c'est? Sardaigne. Après, là, on arrive presque au bout du timing. Hein, tu vois, ça passe vite. Tu me disais 1 heure, c'est long. Regarde, c'est super vite passé. J'ai 2 questions à te poser, si je peux me permettre. Vous avez donc déjà, il y a 2 députés. Hein, il y a Ferrara, je crois, et Colombani, si je ne dis pas de bêtises, en Corse. Première et deuxième circonscription de Corse. Vous êtes bien représentés selon toi ou pas? Alors, si tu veux, c'est quand même magnifique ce qui s'est passé aux dernières législatives, parce qu'à Porto-Vecque, on avait un député qui s'appelait Camille de Rocazère, l'ancien député s'appelait Jean-Paul de Rocazère, l'ancien député s'appelait Camille de Rocazère, l'ancien député s'appelait Jean-Paul de Rocazère, l'ancien député s'appelait Camille de Rocazère, l'ancien député s'appelait Jean-Paul de Rocazère, et le fils du dernier ancien député s'appelle déjà Jean-Paul de Rocazère. OK? Donc c'était. Il y a eu du changement. C'est un nouveau monde, quelque part. Il y a eu du changement. Non, c'est la dynastie de cette famille de seigneurs, entre guillemets, de Porto-Vecque, qui a sclérosé complètement le système politique. Pour te dire, moi j'avais un grand-oncle qui était un ponte socialiste. Quand il s'est présenté contre les de Rocazère à Porto-Vecque, il s'est retrouvé muté à Calenzane. Il était directeur de l'école. Et mon grand-père, il a dû partir travailler à Bonifacio. D'accord? C'est des gens qui agissent de manière despotique. D'accord? Je ne sais pas si on pourra poster des liens sous la vidéo, de façon à… Par exemple, il y a un témoignage d'un auteur porto-vecchien, Marco Biancarel, qui décrit parfaitement ça. Il explique que dans notre commune, la République consacre la féodalité. D'accord? Alors il dit, il y a 50 ans, certaines familles étaient encore corvéables, mais je peux te dire qu'il y a des employés municipaux à Porto Vecchio qui sont corvéables, des familles, parce qu'ils ont eu, tel poste, truc, ils sont corvéables. Tu as le maire de Porto-Vecque qui est un abruti fini, qui ne sait rien faire de ses 10 doigts. Quand il a un problème, même le dimanche à minuit, il appelle un employé municipal pour lui réparer sa chasse d'eau, ou ça se passe comme ça, quoi. Et le mec, il arrive en courbant les chines. D'accord? Voilà, donc quand on est arrivé à faire tomber ce député, parce que l'action de la page Manipoulite a été énorme pendant sa campagne législative, je peux te dire qu'on a fait une sacrée fiesta, d'accord? Et on était très contents. En plus, le nouveau député qui est un médecin, Colombani, c'est quelqu'un, franchement, qui est honnête, qui est très bien, d'accord? Voilà. Après, comme tu as vu, là, on est très déçus parce qu'ils ont voté l'abonnement là, de La République En Marche, quoi. Scandaleux, quoi. Et on n'a pas compris. Il n'y a que Jean Lassalle. Ils se sont mis dans le groupe Territoire. Et comment il s'appelle ce groupe? Tu vois ce dont je te parle ou pas? Ouais, je vois, mais c'est. Oui, je vois. Donc là, on a été très déçus. Et il faut savoir qu'aux dernières législatives, La République En Marche, elle a forcé à l'élection, elle a aidé à l'élection des 3 députés nationalistes. D'accord? Tu es en train de nous dire que. Mais quel est l'intérêt pour La République En Marche alors, par exemple, pour La République En Marche, le clan qui tient Porto Vecchio, il n'est pas LR, d'accord? Il est à l'extrême droite, même au-delà de Le Pen.
Il faut savoir que le grand-père de Camille de Rocazère, donc Camille de Rocazère, c'était un des seuls élus en Corse à avoir signé les pleins pouvoirs à Pétain. Ok, tu peux regarder sur Wikipédia. C'est pas glorieux. Hein, enfin. Donc, si tu veux, ils savent très bien ce qui se passe. Ils savent très bien ce qui se passe. Et je pense que ça partait d'un bon fond de dire, bah, écoute, tous ces politiques, ils sont complètement... ils bazardent tout, quoi, ils foutent le bordel partout. Les nationalistes, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus vertueux, puisque un nationaliste en Corse, il aime son île. Tu vois ce que je veux dire? Il a ce côté affection qui le rend un peu plus vertueux. OK? Et nous, pour te dire, à l'association, on a reçu un dossier d'un émissaire de la République En Marche pour fracasser le député. Ah, okay. D'accord. Okay. Et par exemple, il a eu une affaire par rapport à la haute autorité. C'est nous qui avons secoué la haute autorité, parce que figure-toi que le mec, il s'est quand même vendu 70 hectares de littoral. Je ne sais pas si tu imagines, rajoute des euros à ça. Tu vois, 1 hectare, ça coûte combien de littoral en Corse? 10 000 mètres carrés. Le mètre carré de littoral constructible, combien ça coûte? Mais tu peux monter jusqu'à 1 000 euros le mètre carré, quoi. Tu vois ce... Hein? Ouais. D'accord. Maintenant, 70 hectares. Au jour d'aujourd'hui, ça vaut 700 millions d'euros. D'accord? 700 millions d'euros, je te le dis. Mmh. Donc, tu regardes sur ta déclaration de patrimoine, le mec, tu lui donnes l'aumône, quoi. On dirait un SDF. Donc, nous, on a secoué ça. Et la haute autorité ne nous fournissait pas la déclaration, quoi. Et jusqu'au jour, c'était en décembre, on a attendu le dernier jour, et là, on les a appelés, on a dit, c'est l'association Manipolite, anticorruption, on ne peut pas la consulter, on va monter à Ajaccio, mais vous nous dites qu'elle n'est toujours pas disponible. Ah oui, non, mais on va le faire. On a attendu le lendemain que le délai soit passé, et là, j'ai envoyé un huissier à Paris, d'accord, pour constater que la déclaration n'était toujours pas consultable, et que donc, il ne pouvait pas se présenter. C'est un délit, si tu veux. D'accord? Là, ils ont banané l'huissier, en disant revenez demain, on va la mettre, et après ils ont fait La République En Marche, je pense, a fait péter un dossier qui était complètement à côté du truc, quoi, si tu veux. Dans sa déclaration, il n'y a rien. Ils ont cherché un petit problème fiscal sur un terrain qu'il a vendu à la foire fouille, d'accord, un terrain qu'il a déclaré dans son IS comme pas constructible, et quand il a vendu à la foire fouille, il a vendu plus d'1 million d'euros. Ils ont essayé de le coincer un peu comme Al Capone, on va dire. D'accord? Mais le mec, il a rien. Il s'est vendu 70 hectares de littoral, quoi. C'est beaucoup, hein, 70 hectares de littoral. Hein, on n'est pas sur un pied. Ouais, c'est énorme. Mais, en gros, à Porto-Vecchio, les promoteurs, c'est le maire, c'est le député et leur famille, quoi. Oh! Et c'est partout comme ça en Corse. Hein? Bon. Ceux qui bétonnent la Corse. Voilà. Ouais. Là, donc, alors déjà, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation, hein, parce qu'on se connaissait pas, on se connaît depuis 2-3 jours, quoi, pas plus. En tout cas, je t'invite à mettre les liens sous la publication hein, que tu souhaites mettre les coordonnées aussi de ton association anticorruption pour les gens que ça peut intéresser. Mais entre guillemets, des gens du continent peuvent y adhérer également ou par sympathie ou il faut vraiment. Bon, c'est un problème local, comme on peut dire. Écoute, depuis les 2 premières années, on a rempli des classeurs et on a mis des chèques dans des pochettes en plastique, d'accord, qu'on n'a jamais encaissé. Okay, donc l'association, depuis 6 ans, fonctionne avec 0 euros, d'accord, et juste une page Facebook, d'accord, et notre travail bénévole. Okay, et on veut rester comme ça nous va très bien, d'accord. Donc les gens qui veulent nous aider, ils s'abonnent à la page. D'accord? Et ils suivent ce qu'on dit. Voilà. Et ça nous suffit largement. Rappelle-nous le nom de la page, hein, jusqu'au bout, le nom de la page, s'il te plaît. Manipoliti sur Facebook. Non, mais il faut le rappeler, pour que ça rentre bien dans la tête des gens. Et donc, écoute, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Je vais terminer quand même par 2 petites questions supplémentaires. C'est des questions bonus, parce que moi, je suis très curieux. Est-ce que, alors je le sais, hein, mais je veux que ce soit toi qui le dise. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a comme symbole de la Corse une tête de mort? Alors quand je dis une tête de mort, il faut préciser toujours les choses. M-A-U-R-E, ce n'est rien d'autre qu'un arabe, soyons clairs.
Un Comment se sarrasin. fait-il oui, un sarrasin, mais enfin, ça reste c'est un arabe. Excusez-moi, j'ai mes chats qui sont en train de péter un câble. Euh, Pourquoi la tête d'un sarrasin euh, comme emblème de. C'est très guerrier déjà, ok. Ça veut dire quoi? Et en fait, tout le bassin méditerranéen, Sardaigne, Corse, sans doute la Sicile, on subissait des invasions sarrasines. D'accord? Constamment. C'est comme ça qu'on a fait. C'est pour ça qu'il y a plein de tours en Corse. D'accord? C'est pour se protéger de ces invasions. Et parfois, ils arrivaient à passer et ils rasaient des villages. Ils prenaient tout, ils repartaient. D'accord? Donc, pour se protéger, c'est pas que de nous. Hein. Regarde le drapeau sarde, c'est 4 têtes de mort avec une croix rouge. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait, la D'accord? Sardaigne. Ouais. Pour se protéger, à un moment, on a dit, ben voilà, si vous venez chez nous, on va me couper la tête, quoi. Tout simplement. Hein? Vous n'êtes pas en territoire Alors, conquis, quoi. il l'exposait comme trophée et il le mettait sur Voilà, un drap blanc. Pas de bêtises. voilà. Mais ils Bon, étaient et très la forts, hein, les dernière Sarrasins. question. Oh, attention, les Arabes, c'est aussi un peuple lumineux, si tu veux, qui, à cette époque-là, ils étaient très forts. En Méditerranée, c'était eux les. Oh, c'était eux. Hein. Comme à un moment, on a eu le roi d'Aragon, on a été espagnol et c'était les Espagnols. Et à un moment, la Banque de Gênes, parce que c'était les forts. Et quand les Français sont devenus forts, ils ont pris la Corse. Quoi. Quand aussi la Banque de Gênes a compris que ce territoire était perdu, vu qu'il avait sa constitution, son peuple, tout ça, il a préféré la vendre aux Français sans qu'ils ne payent jamais d'ailleurs l'ardoise et parce que la France avait une armée et était capable de récupérer ce territoire. Hein. Voilà. De toute façon, officiellement, je vais te dire, il n'y a rien qui permet à la France de revendiquer ce territoire. Si on agite bien les bons, si on tire bien les bons fils au niveau ONU, au niveau officine mondiale, mais ils sont dedans. Hein. Ils ne peuvent pas revendiquer la Corse en tant que département. Hein. On n'est pas français, si tu veux. Hein. Alors, c'est On n'a super pas parce que signé pour être français comme la Savoie, comme d'autres territoires. Tu me suis ou pas? eh ben justement, oui, je te suis. Et là, tu m'as servi ma dernière question sur un plateau. Alors, je Ah, vais te dire quelque chose. Je suis auvergnat et je suis très chauvin parce que je suis originaire d'Auvergne. Je suis né ici. Ma patrie, c'est l'Auvergne. Et c'est magnifique, l'Auvergne. J'invite tout le monde parce que c'est pareil. Nous, on a des sites qui sont classés patrimoine de l'UNESCO, il faut le savoir. La chaîne des Puys, notamment. Et vraiment, ça a des côtés un peu corse, d'un certain côté avec les volcans, tu vois, tout ça. Il y a un truc qui m'exaspère. Alors, je vais être très clair, mais vraiment, c'est à Clermont-Ferrand, mais comme partout en France, tu as des plaques d'immatriculation partout avec 2A et 2B. Alors déjà, et d'une, les gens ne savent pas pourquoi 2A et 2B, ils n'en savent rien. Mais en plus, ils mettent ça pour impressionner. C'est-à-dire que moi, j'en ai au boulot. Je te le dis, petite dédicace à mes collègues. Ils sont corses comme moi, je suis breton. Et si tu veux, ils sont là dans leurs grosses bagnoles, les BM, les machins, les bordels, et ils arrivent avec leur plaque, avec la tête de mort et le 2A et le 2B. Et c'est un truc, honnêtement, moi je suis un pinsout et je l'assume. Mais qui m'agace, tu peux pas savoir. Et il y a des fois, je vais même te dire plus, les gens que tu croises sur la route, qui sont immatriculés 2A ou 2B, qui ne sont pas corses, ils conduisent comme des trous du cul. Ils te font des queues de poisson, ils se comportent super mal, sous prétexte qu'ils ont une tête de mort sur leur plaque d'immatriculation. Une fois, j'ai été obligé de descendre de ma voiture pour lui dire écoute, t'es corse toi? Et le mec il m'a dit oui. Attends, excuse-moi, j'ai passé quand même relativement de temps en Corse pour savoir arriver à reconnaître un Corse d'un faux Corse, tu vois. Et là, 95% des gens, même à Paris, tu as des 2A partout. ouais. Déjà, ta réaction par rapport à ça. Et après, pourquoi 2A, pourquoi 2B? Alors, déjà, pourquoi il y en a tant? Ben, tout simplement, je te l'ai donné la réponse. Des Corses dans le monde, il y en a énormément qui ont dû s'expatrier. Et il y a plus de Corses en France qu'en Corse. Tu Ouais, en es mais là, non, conscient de non, ça? là, c'est pas du corse. Non, non, là, je te peux pas te laisser dire ça. Mes collègues ne sont pas corses, hein, je te dis franchement. Non, Ouais. non. Attends. Je te dis simplement qu'il y a plus de Corses en France qu'en Corse. Est-ce que tu en es conscient de ça? Ça, oui, à Marseille, dans certains coins de France, il y a À beaucoup de Corses. Paris, partout. Il y a plus de Corses en France. Après, euh, il y a des touristes qui pensent qu'en mettant cet autocollant, ils vont être protégés quand ils viennent en Corse. C'est exactement ça, ouais.
Hein? Mais Bon, même après, sur il y a beaucoup de Français qui n'ont rien à voir avec les Corses, qui admirent ce côté rebelle et on se laisse pas faire des Corses. Alors peut-être qu'ils le mettent par admiration ou je sais pas. Hein. Moi, franchement, ma voiture, je l'ai achetée d'occasion et elle était 84. Montpellier, c'est ça, non? Avignon. Ah C'est le non, mais beau prix. Montpellier, c'est quoi? C'est quoi C'est Montpellier? 34. C'est l'héros. 34. Voilà, elle était 34. Ça fait combien de temps? Ça fait peut-être 5 ans que je l'ai achetée et j'ai laissé la plaque comme ça. Et j'ai pas l'autocollant en Corse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, alors il y a des gens qui T'es sont pas très emmerdé. attachés. Hein? Bon, t'es connu aussi. T'es connu. Parce Non, que mais, les Français, personne. honnêtement, bien souvent, ils se disent si on va en Corse, c'est bien pour aller y faire ses vacances. Soit il faut être une star, comme tu l'as expliqué toi-même, hein, d'ailleurs, hein, honnêtement. Hein. Mais il y a beaucoup de De fantasmes autour de clichés, la c'est Corse. des clichés. Oui, Non, oui. franchement, tu viens en Corse et les gens qui viennent le savent. On est un peuple accueillant. Voilà. Si la personne se conduit bien, d'accord, qu'elle respecte notre culture, qu'elle nous respecte, mais il y a jamais de problème. D'accord. Après, tu as des gens qui débarquent, qui se pensent en territoire conquis, quoi, qui vont venir. Tu as un parking privé, d'accord, tu n'as pas mis de chaîne, mais tu as marqué privé parce que c'est ta propriété, c'est là que tu te gares quand tu rentres chez toi. Ils vont se garer dessus, quoi. Tiens, ça m'est arrivé de chasser Christian Clavier de mon Ah ouais. parking. Oui, tranquille, le mec, devant le panneau, un panneau énorme, parking privé. Donc, on a 10 places dans l'immeuble où j'habite et on a 18 appartements. D'accord. Donc, l'été, c'est très problématique pour nous. Donc, les places sont marquées bien en blanc et il y a un gros panneau parking privé. Et là, je vois un gros 4x4 Mercedes qui arrive et qui se gare. Pouf, c'était la dernière place. Et je regarde. Bon, en général, quand c'est comme ça, je laisse sortir le gars. Et quand il est sorti, je lui dis regardez le panneau. Donc et là, je vois sortir Christian Clavier avec une petite bombasse, on va dire, hein, une jeune femme très très jolie. Il sort, tac 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 tac. Je dis bonsoir Monsieur Clavier, excusez-moi, mais vous êtes sur mon parking. Là, il me regarde comme ça, un peu comme dans Les Visiteurs, tu sais. Et il saute dans sa voiture et il dégage sans rien dire, quoi. Voilà, voilà. Donc quand tu te conduis comme ça, c'est différent, quoi. Tu vois, il y a un respect à un moment à avoir. Tu vois un parking privé, tu te gares dessus, mais c'est pas pour ça que je l'aurais crevé un peu ou quoi. Tu vois, je veux dire, jamais de la vie. En général, quand c'est comme ça, je mets ma voiture devant, d'accord, et j'attends quand il revient, qu'il klaxonne pour descendre, le laisser sortir et prendre ma place, quoi. Écoute, moi, je vais terminer là-dessus parce qu'on est arrivé au bout de l'émission. En tout cas, j'allais à Olmeto, qui est en Mmh. dessous de Propriano, pour les gens qui Mmh. connaissent la Corse. Pas très loin de chez toi, d'ailleurs. Hein. Mmh. J'ai eu des gens, j'ai des souvenirs indélébiles. Les Corses, moi, avec qui bon, il y avait des gens, Colonna d'Istria, je connaissais un petit gamin qui s'appelait Julien, Colonna d'Istria, bon voilà. Mais tout ça, c'est des souvenirs. Et c'était, honnêtement, j'ai adoré la Corse parce que les gens sont super accueillants. C'est pas du tout ce qu'on veut, mais c'est exactement ce que tu viens de dire en fait. C'est-à-dire que si tu les respectes et que tu fais pas le barbeau, entre guillemets, le kéké, que tu es respectueux des lieux, que tu es respectueux des traditions et que tu acceptes aussi d'apprendre. Parce qu'ils aiment transmettre le savoir, ils aiment transmettre la culture corse, mais à qui veut bien l'entendre. Et il est vrai que je ne veux pas critiquer Paris pour faire de l'anti-parisianisme primaire, ça ne m'intéresse pas. Mais je me souviens de Parisiens, notamment en discothèque en Corse, parce que c'était l'âge où j'avais 20 ans, j'avais dragué les minettes, figure-toi. Et ils se comportaient super mal. On avait l'impression qu'ils étaient un peu dans les bars, là, tu sais, parisiens, Ouais. on arrive, on est chez nous, poussez-vous, voilà. Et bon, je ne dirais pas l'anecdote, mais ils ont vite été calmés, si je peux me permettre. Mais moi, de mon œil extérieur à moi, je me suis pas dit, putain, les Corses, c'est des connards. Non, je me suis dit, ils ont raison, quoi. Moi, si je viens chez toi, je vais me déchausser. Je vais pas mettre de la boue partout chez toi. Mais même quand toi, tu invites des gens à titre personnel chez toi, personne ne se déchausse naturellement. Personne ne va te demander si tu as fait le ménage avant. Il y a un manque de civisme en France, quoi qu'on en dise. Et je trouve qu'en Corse, il y a plus de civisme, autoritaire peut-être, parce que vous êtes ferme quand même. Vous avez ce côté très. Euh, vous n'allez pas par quatre chemins, quoi. Quand vous avez quelque chose à dire, c'est tac au tac, quoi. Et que nous, on l'a pas, ça.
C'est mon C'est avis. le côté méditerranéen, quoi. Tu vois, je veux dire. On a le sang chaud, quoi. Hein, plus tu descends Ouais, dans mais vous avez le cœur chaud aussi. Vous avez voilà. le cœur chaud. Le sang chaud et le cœur chaud. C'est quelque chose que tu vas retrouver aussi un peu à Marseille. Regarde, le Marseillais, il a ce côté affectueux quelque part, tu vas dire, et il ne se laisse pas faire. Voilà. Et pareil, en Italie, plus tu vas descendre, tu vois, en Sardaigne aussi, ça. Tiens, Sardaigne, j'ai regardé, 1 600 000 habitants. Regarde la taille des îles, elles sont pas. Elle est plus grande, la Sardaigne, hein, mais elle ne fait pas le double. D'accord. Voilà, on devrait être peut-être 1 million en Corse. Voilà, peut-être que. Voilà, après, dans le monde, quand tu vois qu'une île comme Wainé, ils se revendiquent tous Corse, on est peut-être 4 millions. Et dernière question avant de te quitter. Je te dis voilà, Jean, je te donne 1 million d'euros, mais tu quittes Oui. la Corse. Tu me réponds quoi? Bah écoute, je vais bientôt peut-être être obligé de la quitter. D'accord. Ah Mais bon? sans que tu me donnes 1 million d'euros, quoi. Parce que, en gros, j'ai fait le tour de la question. Ma carrière professionnelle est terminée. D'accord. À cause de mon combat. Parce qu'à un moment, je ne me suis pas laissé faire. Le monde politique, c'est une grande famille. Ils sont tous complices. Voilà, j'ai fait. Je pense qu'au deuxième tour de scrutin, le clan sera complètement tombé. Mais si tu veux, moi, j'ai tellement investi mon temps et mon travail dans mon entreprise qui aujourd'hui, je vais la fermer. Elle n'a pas de dette, mais je vais la fermer parce qu'elle a plus de clients. Tu vois, ils ont fait la chasse à mes clients, tout ça. L'action anticorruption, ça amène beaucoup de. Ça m'a amené au don de moi, si tu veux. Et aujourd'hui, ben, je pense que d'ici peu, je m'en irai. Je m'en irai ailleurs. Voilà, parce que voilà, je vais pas me remettre à travailler, à construire quelque chose que j'ai mis 25 ans à construire, si tu veux, et j'ai presque 50 ans. Voilà, j'ai envie de vivre maintenant. Tu vois, je veux dire, mon combat, je pense que anticorruption, il est bientôt fini. Voilà, et franchement, je vais me barrer, quoi. Un peu de Parce que je l'amertume vois pas quand même, d'avenir dans quoi. l'état actuel des choses. Je vois pas d'avenir, d'accord. Que ce soit avec les nationalistes, que ce soit au niveau politique, il n'y a pas d'avenir. Voilà, je subirai l'exode. Voilà, j'ai quand même un intellect, un savoir-faire, si tu veux, que j'ai plus envie d'appliquer en Corse. J'ai été une des principaux agences de communication en Corse qui a développé durant ces 30 dernières années le tourisme, mais comme il fallait, en aidant des gens à devenir des tour opérateurs, d'accord, en faisant des magnifiques dépliants d'hôtels, des brochures d'hôtels. Voilà. Et aujourd'hui, je vois que il n'y a pas d'avenir, quoi. Tant qu'on sera dans ce système politique français, d'accord, il n'y a pas d'avenir. Donc, je veux aussi partir de la France, tu vois. Je ne supporte plus cet État, d'accord. Mon fils a déjà un pied aux États-Unis, mon grand-fils. Voilà, et c'est très bien, et je l'ai encouragé à partir, d'accord, parce que voilà, il faut accepter d'être. Je pense que le peuple français, il a une tolérance entre guillemets à se faire baiser par le monde politique qui est exceptionnel, quoi. Il faut le reconnaître, quoi. On est maltraité. Le peuple français est maltraité par sa classe politique, d'accord. Et moi, ça m'est insupportable, si tu veux. Ça m'est insupportable, donc j'ai envie de partir. Voilà. J'ai déjà fait le tour du monde un peu. Je pense que je commencerai par me faire un vrai tour du monde, tout doucement, pour me choisir un coin paisible où finir mes jours, quoi. Voilà. Mais je pense pas rester en Corse, malgré que je suis né là et que voilà, je pense pas rester. Parce que je vois pas d'avenir, je te le répète. Hein. Moi, tu vois, je vais te dire un truc. J'ai déclaré récemment que j'allais partir au Portugal. Ah Parce ben que j'adore, tiens, tous les mois d'août, je les passe au Portugal, je me régale. C'est un pays c'est magnifique. une autre chose. C'est magnifique. Les gens sont accueillants. Il y a une douceur de vivre absolument Mm. extraordinaire. Après, moi, je suis né ici. J'aime mon pays. J'aime encore d'autant plus l'Auvergne à laquelle je suis attaché. Mais vraiment, comme toi, à la Corse, si tu veux, c'est un amour. T'es né ici, c'est tes racines. C'est un amour tellement profond que j'ai pour l'Auvergne, si tu savais. Mais ça va me déchirer le cœur le jour où je vais partir. Mais je pars du même constat que toi, malheureusement. Et je me bats avec le média à essayer de faire des émissions intéressantes pour les gens, des engagements divers et variés, parce qu'en dehors du média, je suis aussi militant dans la vraie vie. Mais quand je fais du média, j'essaie de rester objectif et neutre. D'ailleurs, j'ai invité des gens d'Elrem à venir à l'émission, hein, pour te dire que vraiment, j'essaie d'être objectif. Mais je partage ce sentiment, je me dis qu'en France, malheureusement, on ne changera pas. On a été habitué à la corruption, on a été habitué à être
avoir un peu tous les jours son petit scandale à la télévision. On a toujours des affaires toujours plus énormes les unes que les autres. Le problème, c'est que les gens n'en ont rien à foutre de la politique, n'ont pas de culture Oui, mais politique. Et c'est mon avis à moi, peut-être que je me trompe. ouais, Mais je vais te dire quand même quelque chose. Ça finira mal. D'accord? Ça finira mal. D'accord? Il ne peut en être autrement. Je vais te lire une citation d'un auteur que j'adore. Je ne sais pas si tu connais, Ayn Rand. C'est une réfugiée juive russe qui s'est réfugiée aux États-Unis dans les années 1920. D'accord? Et qui a. C'est l'auteur politique la plus lue aux États-Unis. Elle a inventé un peu une doctrine politique qui s'appelle l'objectivisme. Si tu veux, elle tient compte de la nature de l'homme. Elle dit l'homme, il est égoïste. Donc à un moment, elle met de la raison là-dedans. Elle dit s'il est égoïste, il faut rationaliser l'égoïsme. Donc elle a inventé l'égoïsme rationnel. Je vais te lire une citation qui date, on dit de 1920, mais à mon avis, elle est plus tard parce qu'elle était trop jeune pour écrire une phrase d'un tel constat, si tu veux, qu'on peut reporter tout à fait à nos jours. Alors attends que je la trouve, excuse-moi. Ouais. prends ton temps. Ça y est. Alors, elle est assez longue, hein, mais écoutez bien, elle est magnifique. Hein. Quand vous vous rendez compte que pour produire, vous avez besoin de l'autorisation de celui qui ne produit rien, quand vous vous rendez compte que l'argent, c'est pour ceux qui font des affaires, non pas avec des biens, mais avec des faveurs, quand vous vous rendez compte que beaucoup sont devenus riches par des pots de vin et une influence plus que par leur travail, et que la loi ne nous protège pas contre ces individus, mais les protège à eux, quand vous vous rendez compte que la corruption est récompensée et que l'honnêteté mène vers le sacrifice de soi-même, alors vous pouvez dire, sans avoir peur de vous tromper, que la société est condamnée. Voilà. Très beau. Eh bien, écoute, ça sera le mot de conclusion, tu vois, pour le coup. Donc, c'était ce soir dans les petites gueules du net, monsieur Jean, je ne veux pas écorcher ton nom, Tarazzoni, voilà, président de l'association Terrazzoni, président de l'association anticorruption Mani Puliti, main propre, Mani et Puliti propre. Page Facebook, 6000 adhérents. Vous pouvez aller vous renseigner directement sur sa page. Il est adorable. En plus, il est très cultivé. Il est poète. Voilà, t'es une belle rencontre. J'espère que on se verra en Corse ou ailleurs, ou aux États-Unis ou au Portugal, peu importe. Et puis, vraiment, c'est très courageux de faire ce que tu fais. Donc, tout mon respect, en tout cas, moi, en ce qui me concerne. Et j'espère ben, que tu rebondiras vite et que tu iras faire fortune ailleurs avec ton savoir-faire, parce que malheureusement, on est dans un pays où on laisse fuir les cerveaux, parce que quand on a un cerveau, on est obligé de fuir. Voilà, je termine là-dessus. Ok. Ben, écoute, merci de ton accueil, et je suis ton média depuis quelques temps, et moi aussi je te félicite pour ton travail. Hein. Voilà, on a besoin de sentinelles du peuple et pas de journalistes, je comprends quoi, hein, de journalistes qui font pas vraiment un travail de journaliste. Hein. Moi, clairement, c'est du bénévolat, c'est de l'huile de coude. J'ai pas de DRAI derrière ou d'État qui me subventionne. J'ai pas de déduction fiscale, très clairement. Par contre, j'essaie de me cultiver aussi et puis de tous les jours essayer de trouver de nouveaux invités. Je suis un particulier, c'est-à-dire que je suis le mec que tu croises dans la rue, à la différence que j'hésite pas à aller au charbon. Voilà, tout simplement. Et tu sais, en Corse, l'association Manipulite, elle n'existe pas dans les médias. Hein. Ils n'en parlent jamais. On n'existe pas. On n'existe que sur une page Facebook. D'accord, on est muselé complètement. Hein. Attention, tous les médias insulaires sont tenus par le politique. C'est comme sur le continent. Quoi, hein. D'accord, c'est une omerta, c'est le politiquement correct, c'est la langue de bois et la politique de l'autruche, quoi, hein, tout simplement. Bon, voilà. Eh ben écoute, effectivement, on va se mettre à rêver que ça puisse changer un jour et que l'humain retrouve sa vertu. Et puis, je te remercie infiniment d'avoir accepté de venir à l'émission. Les petites gueules du net, les prochaines interviews, restez bien connectés. Je vous prépare encore de belles surprises, mais j'aime bien être mystérieux parce que si on déballe tout son jeu d'un coup, c'est pas rigolo. Jean, sois fidèle à The Olive Media et aux petites gueules du net. Et n'hésite surtout pas à revenir pour nous parler de ton nouveau projet, ça sera avec grand plaisir. Très bien.
Je te souhaite une bonne soirée. Merci de ton accueil. On dit ciao en Corse. Ouais, ciao. À Beige. Ciao. Ciao Jean et ciao tout le monde. Et prenez soin de vous, surtout en cette période un petit peu particulière. On fait bien attention à soi. Merci Jean. Ciao, ciao.